Re-bienvenue à ce top 10 des pires films mettant en vedette des lutteurs. Si la dernière fois on s'est laissé avec la position 6, avec RVD qui jouait le rôle du passager de traversier Stanley, aujourd'hui à la position 5, on recommence avec des lutteurs qui jouent cette fois des rôles de lutteurs. Comment ça pourrait mal aller? Cinquième position, Pro Wrestlers vs Zombies. Des lutteurs contre des zombies. Mais comment tu peux fucker un concept de même? J'ai toujours voulu dire une phrase comme ça. Pire, comment tu peux fucker ça quand tes lutteurs en question c'est Matt Hardy, Hacksaw Jim Duggan, Shane Douglas, Kurt Angle, puis Roddy Piper? Ouais, ok. J'imagine que poser la question, c'est y répondre. En gros, un paquet de légendes se rendent dans une petite ville perdue pour un show de lutte bénéfice. Une fois dans le gym d'école, les lutteurs sont encerclés par des zombies ramenés à la vie par le frère d'un lutteur que Shane Douglas a accidentellement tué dans le ring. You killed my brother. Now I'll kill you. Le reste du film va être de suivre comment chaque lutteur va mourir dans une école qui en finit pas de finir. Ah, il y a des moments franchement malaisants parce que c'est loin d'être tous des acteurs, les lutteurs. I need your brains. Puis malheureusement, ceux qui le sont, ben ils ont peu ou pas de temps à l'écran. Probablement en raison des disponibilités limitées pour le tournage, puis le manque de budget du film. J'imagine que ça se décidait au jour le jour, puis que c'était filmé le week-end. Ah, il y a Matt Hardy puis Ruby Sky aussi. Ah, eux autres sont fatigants. On dirait un nouveau couple qui veut toujours montrer à leurs amis qu'ils peuvent se bouffer le cul n'importe quand, n'importe où. Puis excusez-moi, mais Roddy Piper puis Jim Duggan, ils ont vraiment pas l'air de filer. C'est le genre de film que tous les amateurs de lutte ont pensé vouloir voir, mais au final, c'est un peu comme un dream match entre deux légendes qui arrivent finalement, mais beaucoup trop tard dans des carrières. On s'en sort avec plus de colère, puis on se dit « Ah, tant qu'à voir ça de même, j'aurais aimé mieux jamais voir ça. » Des lutteurs contre des zombies. Ben, je vous aurais averti. You make 'em, I break 'em, buddy. Au numéro 4, on revient à Rob Van Dam et on revient à Asylum. Sniper Special Ops. Après les requins, Stanley va s'attaquer à un autre gros crise de clichés des films directs sur DVD, Steven Seagal. Je déteste Steven Seagal. Ça fait 20 ans qu'il est comme de la visite qui veut pas partir. Are you really as good as they all say you are? Steven Seagal est au cinéma d'action, ce que le gars sous-agressif un peu failli qui veut toujours se battre puis qui veut toujours boire une autre bière est au proprio de bar à 5h du matin. I'm right where I'm supposed to be. RVD, lui, c'est Vasquez cette fois-là. Mais on va l'appeler Stanley parce que ça change fuck all. What are you saying? Ben, Stanley doit aller secourir un politicien américain enlevé par les talibans, pendant que Seagal est un sniper qui a dû être abandonné en territoire ennemi par son team et qui doit survivre jusqu'à leur retour. Je soupçonne très fortement que Seagal ne va partager une seule minute avec les autres acteurs sur le set, parce qu'il est toujours filmé de proche, puis quand il y a d'autres personnages autour, il est de dos. En fait, tous les films de Steven Seagal des 20 dernières années, c'est la même chose. Il se pointe, il fait 3-4 plans de face, il dit ses lignes puis il calisse son camp. Tout le reste est fait par des doubles. Listen, I gotta go. Ici, c'est Rob Van Dam qui fait toute la job. Mais pour vrai, ça sauve pas un film où il se passe rien qui est filmé sur un coin de rue en Bulgarie. I'm thinking about trying to get out of here. Une autre performance complètement inutile pour RVD où il n'y a rien à faire en lien avec ce qu'il a à offrir comme acteur. Pour vrai, change d'agent, dude. Ah, puis Seagal, décalisse. If a man does his best, what else is there? Au numéro 3. Oh. 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 Oh, ça me tente pas. La seule raison pour laquelle on a parlé de Illegal Alien, c'est parce que Anna Nicole Smith est morte après le tournage du film, puis on a pensé que ce serait un bon coup de pub. Le réalisateur a même dû aller justifier à Larry King sur CNN qu'il n'a pas intentionnellement exploité Anna Nicole Smith à mort. Tu sais, quand je vous disais que le cinéma c'est carny en esti, c'est même pas une exception dans le milieu. I knew casting Anna Nicole in China was a bold and risky move, but the oh my god they didn't factor had great buzz. En gros, un extraterrestre s'empare du corps de China dans le but de détruire la planète avec le méga gravitron.
En parallèle, 3 extraterrestres ont généré des corps de femmes en se fiant à une revue pornographique au moment de leur arrivée sur Terre. Ah les gars, ça aurait fait un bien meilleur film s'ils avaient trouvé une revue de lutte avec Scott Steiner sur la couverture. Elles vont ensuite vivre à Hollywood avec un genre de Zordon qui leur donne des genres de missions en attendant d'avoir à sauver la Terre de Rex, qu'ils avaient déjà capturé sur leur planète. C'est tellement, mais tellement pourri. Anna Nicole Smith, qui est complètement stone et saoul dans tous ses moments à l'écran, a investi dans le film pour pouvoir être accompagnée sur le plateau. Her entourage consisted of her attorney, Howard K. Stern, 2 bodyguards, a hair and makeup stylist, and 3 small dogs. Tout le temps. Elle se donne donc le droit de faire ce qu'elle pense qui est drôle dans le film, mais c'est incroyablement cringy. Le réalisateur a essayé de nous faire croire que l'humour poche était volontaire et que c'était une parodie de mauvais film de série B. Ben non, chérie, c'était pas vraiment mauvais. C'était mon hommage à ceux qui font du cul tout croche. Allô? C'est tellement difficile de l'expliquer en si peu de temps que je pense que je vais devoir en parler plus longuement à un moment donné. J'ai vraiment peur de ce jour-là. Mais sachez que le problème, c'est pas nécessairement China. Le film est quand même pas regardable. C'est l'heure! Venez tous! Mon numéro 2, par contre, c'est entièrement de sa faute et celle de sa nouvelle perruque. Au fromage. Dommage. Et oui, Hulk Hogan encore. Ça a pris 3 personnes pour écrire ce qui est le 2e pire film de Noël que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est parce que je refuse de regarder le film de Noël de Trish. Stick around, folks. We got a whole lot more action coming your way. Notre Terry joue ici Blake, un millionnaire chiant et l'homme le plus riche de la Californie, qui s'organise régulièrement des fausses attaques terroristes sur lui-même avec son propre personnel pour se désennuyer, puis faire baisser son cholestérol. Faudrait faire baisser mon cholestérol, Pierre. Oui, monsieur. Vous savez pourquoi le cuisinier était bien en cuisinier, puis pourquoi le gars de la limousine était bien en chauffeur? Hey, moi, je suis vraiment obligé de m'habiller en cuisinier pour cette fausse attaque terroriste-là, je risque de me faire vraiment mal. Ouais. Après avoir fait de la vitesse pour se sauver de la police, pour le fun, il mange un coup sur la tête pendant qu'il est déguisé en Père Noël. Amnésique, on y fait croire qu'il est vraiment le Père Noël lors d'un événement caritatif de Noël pour un orphelinat qui menace de fermer. Orphelinat qu'une poignée de méchants veulent pour mettre la main sur un minerai situé sous l'édifice. Pendant ce temps-là, son lutin, un petit escroc qui veut y voler son compte de banque, essaie de l'éloigner de l'orphelinat et de lui cacher sa réelle identité, tout en même temps. Puis oui, avant que vous le demandiez, oui, ça c'est Mila Kunis. Chaque seconde est une torture. C'est plate. Ça dure 97 minutes. C'est le genre de cadeau que le Père Noël donnerait au monde entier après 150 ans de pollution et de guerre. Ça pue là-dedans! Le film a 100% de mauvaises critiques sur Rotten Tomatoes et une moyenne de 2.6 sur 10 après 8500 votes sur l'IMDb. Hogan vit des doubles vies. Sur le podcast de Jericho, il dit que ce film-là date du bas fond de sa carrière au moment où il enchaînait les Shitty Kids Movies. Mais pourtant, dans sa biographie de la WWF, il affirme que tous ses films ont fait de l'argent. Je veux dire, la moitié de sa carrière, c'est des jokes de Hulk Hogan est fort. Puis pourquoi les méchants ont des gimmicks? Puis pourquoi ils ont pas d'autres linges? En tout cas, Noël vient de passer, fait que vous avez 1 an pour ne pas le regarder. Puis ça, c'est une maudite bonne chose. Et voyez-vous, Père Noël, j'ai un peu à formuler. Ah, que vous disparaissiez de ma vie. Mais attendez. Il y a pire. Numéro 1. Sting. A Moment of Truth. Oh. Oh mon Dieu, donnez-moi la force. Please, Jesus, help me. Sting, un moment de vérité, c'est en fait un documentaire fictif, une dramatisation, une biographie sur la vie de Sting. Sting y joue son propre rôle et fait la narration en racontant à un journaliste sa carrière qu'il assume presque terminée. Puis ça, c'est correct, parce que ça reste un bon acteur, puis Sting a plusieurs films à son actif. Il y a aussi la présence de la moitié du roster de la TNA, où Sting luttait encore à l'époque. Ben là, vous vous dites, OK, mais il est où le problème? Ben le v'là le problème. C'est un film religieux, puis c'est tellement mal chié.
Pour vrai, c'est un peu comme regarder une équipe de bowling vraiment poche qui se félicite puis qui se donne des high-fives après avoir frappé 3 quilles. Ça marche pas comme fiction parce qu'il n'y a aucun respect du temps, de l'espace ou de la magie qui fait que le cinéma fonctionne. Parce que contrairement à Dieu, ça on peut le voir et l'entendre. Puis ça marche pas comme documentaire parce qu'il n'y a aucune vraie image à part celle piquée à la WWE. Sérieusement, qui fait ça? Voler des images à d'autres pour son propre bénéfice? Les plus beaux monuments au monde, les plus belles toiles, les plus belles fresques, les plus beaux édifices, tout ça existe à cause de votre dévotion à Dieu. Hey les religieux, quand est-ce que vous êtes devenus pourris en or? Il y a un montage interminable de sa vie dans les années 80. Genre 6 minutes d'archives de route et aucun effort pour même essayer de nous faire croire qu'on est des années 80. À part que Sting est en zoubase. On comprend la symbolique. C'est tellement évident. Hey, pour vrai, Sting, t'es bien fin, bien content que Dieu a sauvé ta vie et ta carrière, très content de te voir à la AEW. Mais au lieu de faire le film, on aurait juste dû écrire « Ah, Sting prenait de la boisson puis des pilules, puis il trompait sa femme. Puis là, ben, il a trouvé Dieu. Fin. » J'aurais sauvé 1h29 de ma vie. Donc voilà, Sting A Moment of Truth est toute catégorie confondue, un des pires films, un des plus insupportables que j'ai vu de ma vie. Malheureusement, fallait qu'il y ait un lutteur dedans. Donc c'est officiellement, pour l'instant, le pire film que j'ai vu de ma vie avec un lutteur. Puis que nous réserve l'avenir? Honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que tant qu'on va faire des films pour faire de l'argent, puis que la lutte va être un médium de divertissement populaire, il y a des producteurs paumés qui vont dire « Hey, peut-être que si je prends ce lutteur-là puis que je le mets dans mon film, il y a plus de crétins qui vont payer pour le voir. » Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le lutteur 5 minutes dans le film. Ça pue là-dedans! Ouah!